Madame, monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Questions d'actu, un épisode sous le signe du compromis et de l'accord. Cet accord entre le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation nationale. Tout ça pour ça. Si déjà 40% de l'année scolaire des élèves du public est perdue à cause des grèves à répétition, la réponse purement pécuniaire, il faut l'avouer, a finalement pu mettre fin à la grogne des enseignants, enfin presque, puisque la grève prévue cette semaine est bel et bien maintenue. Pourtant, l'accord prévoit une augmentation générale des salaires, aussi une augmentation des montants des indemnités diverses. Les 4 syndicats les plus représentatifs ont ainsi signé hier l'accord, mais qu'en est-il des 22 coordinations? Pourquoi certaines ne sont pas satisfaites? Quels sont les points précis de la réforme qu'elles défendent? Quel est leur statut juridique? Et qui représente-t-elle finalement? Quid de l'objet des grèves? Ce fameux statut unifié, il est gelé pour le moment. Le gouvernement ira-t-il jusqu'à abandonner cette loi? La réforme dans tout cela, que change ce nouvel accord dans la mise en œuvre de la réforme de l'enseignement dans notre pays, surtout que le Maroc a fait un score des plus misérables dans le classement PISA ou Programme international pour le suivi des acquis élaboré par l'OCDE. Il est grand temps d'agir, mais encore faut-il que la mobilisation soit générale, non pas pour faire grève, mais plutôt pour sauver cette école publique marocaine. Je reçois pour le débat de ce soir Asma Haïdi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice provinciale du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports à Ben Slimane. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Nous avons également avec nous le président de l'AMAKEN, grand expert en éducation, professeur Nasser Naji. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous également sur le plateau de Questions d'actu, une nouvelle fois. Merci pour l'invitation. Et un plaisir renouvelé que de l'accueillir sur ce plateau. Il est directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme, mais c'est surtout un passionné du Maroc et qui suit avec beaucoup d'intérêt. Il est concerné par ce qui se passe dans notre pays et nous avons grandement besoin d'écouter ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. C'est Aziz Daouda. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de me retrouver sur votre plateau. Tout le plaisir est le nôtre et surtout pour parler de ce sujet qui tracasse les Marocains, surtout des parents de ces élèves qui sont privés d'aller à l'école. N'y voyez pas un mauvais jeu de mots, parce qu'effectivement, les élèves du privé vont à l'école, mais quid des examens qui approchent? Et là, il y a question à se poser, parce que les choses ont bien évolué depuis cette rentrée, et les élèves du privé ne sont pas, en tout cas, épargnés, et on saura pourquoi. Mais avant, donc hier, je le disais dans mon introduction, et en présence du chef du gouvernement, cet accord a été acté par le ministre de l'Éducation nationale et par le ministre délégué en charge du budget, ainsi que le ministre de l'Inclusion économique. Ça, c'est côté gouvernement, et côté syndicat, les représentants des principaux syndicats, à savoir l'UMT, l'UGTM, la CDT et le FDT. Avant de commencer le débat, madame, messieurs, je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration du ministre Chakib Ben Moussa ainsi que du représentant de l'UMT, et nous reviendrons au débat juste après. Écoutez. Cet accord signé aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement apporte des solutions à de nombreux problèmes concernant l'augmentation des salaires de 1500 dirhams par mois pour l'ensemble des fonctionnaires du secteur, tout comme de nombreux autres dossiers catégoriels posés depuis plusieurs années, également résolus grâce à cet accord. Celui-ci représente une étape très importante car il contribuera principalement à favoriser un climat scolaire positif dans le secteur et ainsi permettre la reprise de la scolarité, répondre aux attentes des familles et aussi préserver le temps scolaire pour les élèves. Nous avons signé aujourd'hui un accord historique qui intervient après 4 réunions marathoniennes et difficiles. Lors de ces réunions, les 4 syndicats de l'enseignement, y compris la Fédération nationale de l'enseignement, ont mis sur la table le dossier de la hausse des salaires.
tout en faisant preuve de sens de responsabilité et de citoyenneté. Notre objectif est de redonner de la valeur aux fonctionnaires de l'enseignement. Bon, visiblement, climat positif, il n'est pas partagé par tout le monde. Pourquoi la grève est-elle maintenue malgré ces accords, Madame Heidi? Heidi, pardon. Effectivement, comme on vient de le voir dans votre reportage, il y a eu pas mal d'avantages qui sont attribués aux fonctionnaires de l'éducation nationale. On peut dire que ces avantages-là sont obtenus dans un laps de temps qui est quand même assez important, ce qui prouve la bonne foi et l'intérêt que porte le ministère à résoudre justement ce problème de grève. Pourquoi elle est maintenue? Est-ce que c'est pour résoudre le problème de la grève ou pour résoudre ce problème qui est l'objet de la grève, celui du statut unifié? Le statut... Quelle est aujourd'hui l'urgence pour le ministère? C'est bien sûr que les élèves retrouvent, de l'école publique retrouvent leur place, les bancs d'école. C'est ça la priorité. C'est ça la priorité. Et au-delà pour montrer la bonne foi du ministère et si vous voulez, le premier pas, donc je pense que certains avantages qui ont été obtenus entre la mise en place, si vous voulez, du statut unifié et aujourd'hui. Donc, on a eu pas mal d'avantages qui peuvent prouver que certaines choses peuvent venir, mais au moins le côté pécunier, il a été bel et bien ficelé et réglé. Pas assez. Mais en tout cas, ce n'était pas assez pour abandonner la grève qui était prévue les 12, 13, 14 et 15 décembre, donc cette semaine. Oui, c'est ce que nous avons constaté aujourd'hui, effectivement. Pourquoi Pourquoi aujourd'hui la voix des syndicats n'est-elle pas écoutée? Alors là, je peux pas vous répondre à cette question. Mais du coup, est-ce que les coordinations, parce que par exemple, selon un membre de la coordination nationale du secteur donc de l'éducation, l'augmentation n'est pas suffisante. On demande on parle même d'insultes. Ce n'est pas une augmentation selon eux. Pourquoi on n'arrive pas à atteindre ce satisfecit du côté des coordinations? Ils ne sont peut-être pas satisfaits vis-à-vis de l'augmentation qui a été accordée. Je pense que c'est une question budgétaire et budget de l'État et que l'on ne peut pas débattre. Nous savons que nous sortons d'un contexte de crise. Il y a une crise internationale. Juste pour qu'on mette aussi les téléspectateurs, si vous le permettez, oui, dans le bain, on parle d'une hausse mensuelle nette de 1 500 dirhams pour tous les enseignants, et ce sur 2 tranches égales dès janvier 2024 et janvier 2025. Exactement, 2 tranches de 50% en janvier 2024 et la deuxième tranche de 50% en janvier 2025. Et ça, c'est pour l'ensemble. Il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu, ça si on parle du général au particulier, ça c'est pour tout le monde. Il y a eu 12 avantages dont plus que financiers, financiers directement, si on veut, des avantages directement financiers qui touchent aux indemnités complémentaires de plusieurs catégories, sachant qu'ils sont cumulatifs avec la hausse ou l'augmentation générale. Nous avons aussi des avantages par rapport à la promotion. Faciliter la promotion à certaines catégories professionnelles, sachant que les indemnités aussi qui ont été accordées, elles sont d'une somme quand même assez conséquente. Elle varie entre 500 et 1000 dirhams. On se pose la question, comment le gouvernement pourra trouver cette enveloppe budgétaire alors que le projet de loi de finances a déjà été voté, mais ce n'est pas notre sujet, nous allons y revenir plus tard. Bon, professeur Nagy, selon vous, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ces coordinations qui refusent d'être assimilées à cet accord qui a été signé par les syndicats les plus représentatifs. Que représentent ces syndicats? Qui représente ces syndicats? Oui, c'est une grande question. Parce que c'est la question. Si on sort d'un accord, l'accord a été signé hier, enfin la logique veut que ces syndicats représentatifs ont acté quelque chose devant le chef du gouvernement avec les ministres, donc normalement tout va bien.
Oui. Pourquoi on maintient la grève? Pourquoi certaines coordinations crient à l'insulte par rapport à cet accord? Bon, ça prouve au moins une chose. Il y a la représentativité officielle, il y a la représentativité de facto. Donc cette représentativité de facto, il est maintenant clair sur le terrain que ce sont les coordinations qui ont le pouvoir de mobiliser les enseignants. Alors après un accord qui a été réalisé dimanche, c'est-à-dire hier, entre le gouvernement et les syndicats, on s'attendait à ce que les syndicats donnent le mot d'ordre pour les enseignants pour qu'ils arrêtent la grève. Maintenant, la situation, elle est là. La grève n'est pas arrêtée. Ça prouve que les syndicats n'ont pas cette représentativité qui est criée ici et là. Et ce sont les coordinations qui ont le pouvoir sur le terrain. Ça prouve aussi qu'il y a une mauvaise démarche qui a été adoptée par le gouvernement dans tout ce dialogue. Parler de la chronologie des réunions qu'il y a eu. Non, je parle de la démarche. La démarche, d'abord, les interlocuteurs de ce dialogue. Il fallait intégrer les coordinations. En tant qu'interlocuteur. Interlocuteur de quel statut juridique? Je pense que ce n'est pas un grand problème. On peut résoudre ce problème. On peut s'asseoir avec ces coordinations en suivant peut-être une démarche qui n'est pas formelle, mais cette démarche, au moins, elle a l'avantage de mettre sur la table les interlocuteurs les plus influents, qui sont les coordinations. On parle de 22 coordinations. Mais il y a une coordination nationale. Quelques-uns parlent d'une trentaine. Non, il y a une coordination nationale qui regroupe toutes les coordinations. Cette coordination nationale, en plus de ça, dans cette coordination nationale, il y a un syndicat qui est aussi plus représentatif. Parmi les syndicats les plus représentatifs, c'est la FNE. Alors, cette Fédération nationale des enseignants, qui n'est pas impliquée dans le dialogue et qui pèse avec son poids dans la mobilisation actuelle dans la grève, il fallait au moins impliquer ce syndicat. Et ce syndicat, il coordonne en plus avec les autres coordinations. Ça pouvait être un trait d'union, un élément qui... Sur ce point-là, j'aimerais bien faire réagir le ministère, si vous le permettez, Oui. Sinaji. Madame Haïti. Concernant la participation des syndicats, l'appel au dialogue, il a été fait à l'ensemble des syndicats. Donc, je ne pense pas qu'on a exclu telle ou telle partie. Ce sont des institutions. La FNE, c'est elle qui a quitté la table du dialogue. C'est eux qui ont quitté la table du dialogue. Personne ne les a mis dehors. Donc, l'invitation a été ouverte à l'ensemble. C'est leur place. Du dialogue actuel. Oui, après leur place juridiquement, elle est dans le dialogue. C'est une institution qui est effectivement représentative, qui représente elle a certaines. Elle a été conviée, mais a décliné. Elle n'a pas assisté. Bien sûr, tout le monde a été convié, mais c'est leur choix de venir ou de ne pas venir. Donc vous dites en fait que effectivement la FNE a été conviée, mais ils ont choisi de ne pas être représentés pendant ces négociations pour parvenir à cet accord. Je ne peux pas vous le confirmer actuellement, mais dans l'absolu, oui, ils sont censés être conviés. Sinaji, je vous laisse peut-être finir sur votre propos par rapport à cette grève qui a été maintenue. Il y a une mauvaise démarche. D'abord, les interlocuteurs. Après, la base du dialogue. La base du dialogue, c'était l'accord du 14 janvier. Voilà. C'est pour ça que je parlais de la chronologie des accords. Cet accord même du 14 janvier, il a été rejeté par les coordinations, il a été rejeté par la FNE. Donc, nous répétons la même erreur, c'est-à-dire nous procédons de la même manière, de la même démarche, qui a abouti à un statut unifié qui a été rejeté. Puis on revient à la même démarche en se basant sur le même accord qui est l'accord du 14 janvier. Moi, je pense qu'il fallait changer de référentiel, de dialogue, partir de la loi cadre. Là, on parle de la loi cadre sur le statut unifié. Oui, on parle dans la loi cadre, on parle du statut unifié, on parle
d'un préalable au statut unifié qui est le REC, le référentiel des emplois et des compétences, exact. qui est un préalable incontournable. Et il fallait bien sûr élaborer d'abord le référentiel et après parler du statut unifié. Parce que le problème maintenant... Là. Alors, il y a urgence. Est-ce que parmi les urgences qui ont été demandées, qu'est-ce qui a été d'abord défendu en premier? Est-ce que ce n'est pas de revoir la situation de l'enseignant et après, justement, revoir tout cela ou, parce que là, on est en milieu de l'année scolaire et les grèves continuent, donc il faut bien sauver l'année. Oui, et dans la démarche, justement, il y a une décision qui a soulevé tout ce mécontentement des coordinations et des syndicats qui ne participent pas au dialogue. C'est le fait de geler, ce qu'appelle le gouvernement, geler le statut unifié et non pas faire le retrait de ce statut unifié et le remplacer par un décret qui va bien sûr modifier le décret actuel et permettre bien sûr aux coordinations et aux syndicats de suivre ce dialogue en s'assurant que ce statut ne s'applique pas. Parce qu'aujourd'hui, avec le gel, on peut appliquer n'importe quel article. Mais on ne peut pas retirer le statut non plus, parce que la loi ne veut pas. Il faut qu'il y ait une nouvelle loi qui remplace celle qui a été... Non, ce n'est pas la loi, c'est un décret. C'est un décret, pardon. Mais, donc, le parallélisme des procédures, le parallélisme des formes... Il faut qu'il y ait un nouveau décret. Il y ait un décret pour modifier le décret actuel. Oui, ça. OK. Sidaouda. D'accord. Alors, comment réagir par rapport à un secteur où on ne sait pas qui représente qui déjà? C'est une problématique grave pour notre pays parce que nous nous trouvons en face d'une problématique d'institution. Nous avons une constitution qui définit clairement quelles sont les institutions qui participent à la vie politique, sociale, etc. du pays. Les partis politiques, les syndicats, les associations, etc. Exact. Et voilà que nous nous retrouvons depuis des années déjà, parce que ce n'est pas récent, les coordinations. Nous nous retrouvons avec des groupements que personne n'arrive à qualifier. En fait, de l'intérieur, ils se qualifient eux-mêmes, parce qu'ils représentent une catégorie, ils représentent une qualité, ils représentent quelque chose, avec des points communs, donc qui font qu'une partie des enseignants se retrouvent dans telle ou telle autre coordination. Maintenant, la problématique, quel genre de points communs? Par exemple, les grades, les niveaux d'enseignement, etc. Enfin, ce sont des coordinations qui sont très spécialisées, en fait, si vous voulez. Elles traitent d'une problématique donnée. C'est-à-dire, notre catégorie, elle a tel problème, l'autre catégorie a tel autre problème, l'autre groupe a tel autre problème, etc. C'est pour ça qu'il y en a 22. C'est parce qu'il y a plusieurs problèmes. En fait, on est parti d'une volonté de réforme de l'enseignement pour nous retrouver dans la difficulté de régler une grève. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, la question n'est plus de réformer l'enseignement, alors que tout le monde appelait à la réforme de l'enseignement, et c'est ça qu'on attendait de ce gouvernement. Une réforme profonde de l'enseignement. On s'est retrouvé avec une problématique de grève, une problématique très grave, parce qu'elle met dans la rue 7 millions d'enfants marocains et 300 000 enseignants. Quand vous mettez hors du circuit de production, parce que l'enseignement, c'est de la production. Est-ce que c'est le circuit où... Pardon, je vous interromps si vous le permettez, Sidaouda. Est-ce que ce circuit, justement, c'est dans le formel? Parce qu'on sait très bien que beaucoup de parents n'ont d'autre choix que de payer de leur poche des cours pour rattraper le retard. Vont-ils rattraper ce retard? Vont-ils pouvoir le rattraper? C'est discriminatoire, parce qu'aujourd'hui, celui qui a les moyens va pouvoir justement sauver l'année de ses enfants. Celui qui n'a pas les moyens ne va pas sauver l'année de ses enfants. Et combien d'enfants vont quitter l'école à jamais, à partir justement de cette situation? C'est un phénomène qui existe déjà. Voilà. Oui, mais il va s'accentuer. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre tous les ingrédients pour mettre nos enfants dans la rue. La problématique, elle est laquelle? C'est que ce n'est pas le premier gouvernement qui fait ça. Nous ne pouvons pas réformer l'enseignement sans les enseignants. C'est clair et net. Ce n'est pas un bureau d'études, ce n'est pas des politiques, ce n'est pas qui vont faire la réforme. La réforme doit se faire entre les politiques, le gouvernement, qu'il soit de gauche, de droite, de haut ou d'en bas, et les enseignants. Mais est-ce que vous ne pensez pas, Sidaouda, qu'il y a quelque chose de différent qui a été entrepris par ce gouvernement-là, qui n'a pas été fait par d'autres gouvernements et qui a fait que cela a bousculé les choses telles que nous sommes en train de les vivre depuis quelques mois? En fait, ce gouvernement est très volontariste. Donc, il a voulu faire quelque chose.
Mais vous savez, partout dans le monde, dès que vous touchez à une population aussi importante que celle des enseignants et aussi impactante dans la société que les enseignants, vous vous heurtez à des difficultés. Maintenant, est-ce qu'on a envisagé ces difficultés ou est-ce qu'on les a juste oubliées? Parce qu'il fallait aussi être très préventif et voir quelle allait être la réaction des enseignants. Parce qu'on pouvait peut-être être dans la prospective et voir un peu quelles pouvaient être les réactions des enseignants et peut-être se préparer à ces réactions. Or, on a été surpris. La volonté était d'avoir un statut particulier pour les enseignants pour un peu faire comme dans d'autres administrations. Or, la problématique n'est pas là. Pour moi, en tant que citoyen marocain, la problématique est celle d'attirer les meilleurs parmi nous vers l'enseignement. Pour attirer les meilleurs parmi nous dans l'enseignement, parce que c'est le premier investissement du pays, et c'est ça notre avenir. Il faut qu'il y ait justement cette compensation matérielle, mais il faut aussi des conditions de travail et de considération. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et je dirais même que c'est le cas de la fonction publique. Aujourd'hui, les meilleurs ne vont pas dans la fonction publique. Les salaires sont tellement bas, les conditions de travail sont telles, les règlements, les lois, etc., qui mettent en confrontation le citoyen avec l'administration, etc. On est tous un peu insatisfaits de notre administration. Et on n'est pas satisfaits de notre enseignement, on n'est pas satisfaits de notre santé, on n'est pas satisfaits... Écoutez, il faut bien commencer quelque part et réformer les choses véritablement, aller dans le fond, mais le faire avec les concernés. Les concernés dans ce cas-ci, c'est les enseignants. Oui. Bon, c'est ce qu'ont fait les enseignants, je veux bien. Je veux juste rappeler peut-être, si vous les avez cités tout à l'heure, une augmentation générale de tous les enseignants, on l'a dit, augmentation des montants des indemnités relatives à la classe exceptionnelle hors échelle, à partir de l'échelon 5, montant mensuel 1000 dirhams, indemnité complémentaire de 500 dirhams par mois au profit des enseignants de l'enseignement secondaire qualifiant, création d'une indemnité. Bref, on a l'impression qu'en fait, effectivement, et cela a été soulevé par Sinaji, Madame Haïdi, que là, c'est que le volet financier qui a été réglé. Oui, et encore, on n'est pas satisfait du côté des coordinations. Ainsi, les autres étapes vont suivre dans d'autres séances de dialogue pour tout ce qui est sanctions, tous les éléments immatériels qui sont à revoir dans le statut unifié. Mais là, moi, je reviens à la démarche. Comme a dit tout à l'heure, la mauvaise démarche. Commencer par quoi, alors que nous n'avons que peu? Ce statut unifié, il a déjà mis une base. Oui, le référentiel des compétences et tout ça, c'est effectivement très important et c'est une base pour pouvoir déterminer les fonctions et les obligations de chacun et la méritocratie au sens propre. Mais le statut unifié, il nous a apporté il a clarifié certaines fonctions qu'avant, dans le statut de 2003, elles étaient extrêmement vagues. Donc, pour baser déjà, c'est une façon de voir les choses. Mais est-ce qu'ils étaient d'accord? C'est-à-dire qu'il y a eu cette réunion de janvier. Les grandes lignes du janvier, de ce fameux janvier 2023, le 14 janvier. Le 14 janvier, les grandes lignes, c'est ce qui a été développé dans le statut unifié. C'est ce qui a été développé. Oui, mais c'est ce qui a été refusé 9 mois plus tard. Enfin, je dirais, il y a un problème quelque part. Si effectivement, ce que vous dites, c'est que en janvier, les syndicats les plus représentatifs, encore une fois, les coordinations n'ont pas fait partie des discussions sur le statut unifié, alors que même ces syndicats ont crié au scandale que, effectivement, ce n'était pas sur quoi nous étions mis d'accord en janvier, c'est-à-dire 8 mois ou 9 mois plus tôt. Donc, comment ça se fait qu'il y a eu un quiproquo sur ce statut unifié, Madame Haïdi? Si toutefois c'est quiproquo. Justement, donc il y a eu la signature ou l'accord entre les grandes lignes, puis après nous avons le développement des éléments. Ce sont des réunions marathoniennes qui ont été tenues entre les syndicats et le ministère, c'est-à-dire le développement des points. Peut-être, vous savez, dans certains cas, il y avait des nuances sur un terme. Il ne faut pas utiliser ressources humaines, mais utiliser fonctionnaires. Elle est où la différence? Elle est philosophique. Hein? Elle est philosophique. Elle est philosophique, oui. Elle est philosophique. C'est important pour l'enseignant. Mais on fait tous partie du secteur de l'éducation nationale. C'est-à-dire on se considère tous en tant que ressources humaines du secteur. Donc, au-delà
plus ou moins des points essentiels, effectivement, il y a aussi une partie idéologique qui manque, une partie peut-être idéologique. Partie idéologique, mais là, pour le coup, concrètement et sur le terrain, on n'a pas d'idéologie, on est sur un refus de ce statut unifié. Sinej, est-ce que vous pensez qu'on doit se diriger vers le retrait ou la modification de ce statut unifié? Non, le retrait, c'est un moyen pour modifier. Oui, il faut retirer, juridiquement, il faut retirer d'abord le texte avant de le modifier. C'est ça le problème maintenant, parce qu'il y a des articles qui sont mis en œuvre aujourd'hui, même si on dit qu'il y a gel du statut unifié. Je vous donne l'exemple du concours qui va être réalisé le 16 décembre. C'est un concours de recrutement des enseignants. Et dans ce concours de recrutement, on fixe la barre de 30 ans pour les enseignants. On ne peut pas recruter des enseignants qui ont plus de 30 ans. Alors que cette modification de l'âge de recrutement fait l'objet de discordes avec les coordinations. C'est pas nouveau, hein. Ça date de l'année dernière déjà, avant le statut unifié. Même les syndicats, ils disent qu'il ne faut pas fixer l'âge de 30 ans dans un statut unifié. Alors que même le concours va se baser sur cette fixation, ou bien cette fixation de l'âge de rentrée dans la fonction d'enseignant. Donc ça, c'est un exemple. On peut y avoir d'autres exemples qui empêchent, par exemple, quelqu'un d'aller porter plainte contre un article qui est en cours de réalisation et il n'est gelé que par des paroles. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Par exemple, il y a plusieurs catégories de professionnels qui vont bénéficier d'une augmentation de salaire dans le statut unifié. Je peux, par exemple, moi, que je bénéficie d'une augmentation de salaire, protester contre le fait que le gouvernement ne m'a pas donné jusqu'à présent cette augmentation de salaire. Et j'ai le droit d'aller protester officiellement devant la justice. Donc ça, parce que c'est un décret qui est publié dans le bulletin officiel et il n'y a pas d'autre décret qui l'annule. Et ça, c'est un problème qui reste juridique. Est-ce que vous ne pensez pas... Oui, c'est un problème de forme. Est-ce que vous ne pensez pas... c'est un problème de forme, c'est surtout un problème de fond, parce que le fond, c'est la réforme de l'enseignement. Est-ce que vous pensez que ce statut unifié n'est pas un prérequis, puisqu'on parle dans le jargon de l'école, pour qu'il y ait mise en œuvre de cette réforme de l'enseignement? On ne peut pas mettre en œuvre la réforme sans l'enseignant. Oui. Et l'enseignant ne peut pas, il l'a dit tout à l'heure notre ami Daouda, on ne peut pas, si l'enseignant ne travaille pas dans des conditions décentes, il ne peut pas réaliser cette réforme sur le terrain. Donc il doit être, bien sûr, c'est quoi selon vous, parce que vous êtes spécialisé, vous représentez un peu la société civile, pour améliorer justement l'enseignement et les techniques surtout d'enseignement. Est-ce que vous ne pensez pas que dans ce statut unifié, il y a des points très positifs et importants pour l'amélioration de l'enseignement? D'accord, il faut prendre en compte l'enseignant et améliorer sa condition d'exercice, de son métier, mais aussi de la qualité de l'enseignement. Oui, justement, je le disais, pour améliorer la qualité de l'enseignement, il faut un enseignant d'abord, il faut qu'il soit bien formé, d'abord, parce que la formation initiale de l'enseignant et la formation continue, ce sont des préalables pour atteindre Mais c'est dans le statut unifié, vous êtes... Dans le statut unifié, vous lui accordez cela quand même à ce statut unifié. On parle bien sûr de formation continue, donc c'est un élément positif. Moi, je ne dis pas que dans le statut unifié, il n'y a pas d'élément positif. C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que c'est le retrait ou modification? D'abord, vous revenez à ma question initiale. Non, c'est une question de formalité juridique. On ne peut pas modifier un texte et on ne le retire pas. Ça, c'est une question de forme.
Mais dans ce statut unifié, bien sûr, il y a des éléments positifs. Mais les éléments négatifs l'emportent sur les éléments positifs. Ils ont un impact très fort sur la vie de l'enseignant, sur sa façon de travailler dans la classe. Les fonctions qui ont été ajoutées à l'enseignant posent problème pour l'enseignant. Et les sanctions qui ont été ajoutées dans le statut unifié posent un problème. Donc il y a beaucoup d'éléments qui ont été dans le statut unifié et on ne parle pas bien sûr du problème le plus important, à mon avis, c'est l'intégration de la fonction publique des contractuels. Donc ça, c'est un problème qui n'a pas encore été résolu. Et c'est le problème le plus important et je ne pense pas que le gouvernement va aller dans le sens d'intégrer ces enseignants dans la fonction publique parce que c'est très difficile de le faire. En tout cas, il considère que justement ce statut unifié entrave l'épanouissement professionnel, menace la qualité de l'enseignement dispensé aux élèves. Pourquoi, selon vous, Aziz Daouda? Parce que moi, en le disant, en toute objectivité, on peut dire qu'il va vers l'amélioration. On ne va pas mettre un statut juste pour attaquer l'enseignant, on est d'accord. Enfin, quel intérêt il y a pour toucher à l'enseignant, bien sûr en négatif. Hein. Mais cela dit, est-ce que ce n'est pas pour améliorer l'enseignement qui est dispensé aux élèves? C'est un métier très particulier, où le côté psychologique joue énormément. C'est un métier très particulier, l'enseignement. Parce que jusqu'à présent, on a discuté avec les syndicats. Les syndicats, c'est quoi? C'est au mieux 6% de représentativité. Les chiffres officiels, c'est 3%, les syndicats revendiquent 6%. Vous vous mettez d'accord avec 6%, mais vous oubliez peut-être les 97 autres % qui sont dans les coordinations. Ils sont peut-être imbriqués quelque part, ou ils se retrouvent quelque part. Et le syndicat principal des enseignants, la FNE, ne participe pas. Donc, finalement, c'est un dialogue de sourds. C'est un dialogue de sourds. Et psychologiquement, vous savez, l'enseignant, c'est quelqu'un qui a un comportement très particulier. C'est quelqu'un qui ressent la responsabilité de former le futur du Maroc. Il le ressent. Et à chaque fois que vous touchez à quelque chose qui le concerne, qui concerne son métier, qui concerne les conditions de son travail, qui concerne son salaire, etc., il est très attentif à ces choses-là. Et la première réaction, c'est le rejet. Bon, si ce statut avait été discuté ouvertement avec tout le monde, dans un dialogue national, par exemple, ça aurait pu se passer au Conseil national de l'éducation. On n'aurait pas eu autant de grèves, selon vous? Mais peut-être que le débat élargi aurait pu peut-être nous sortir avec une idée meilleure et peut-être un texte meilleur ou accepté de tous, tout au moins. Peut-être le même texte accepté par tous, mais au moins le discuter. Nous avons un Conseil national et de manière réaliste, Aziz Daouda, qu'un texte peut être accepté par toutes et tous. Parce que le texte a été accepté par les syndicats, sauf que les syndicats ne représentent pas la totalité des enseignants ou la majorité des enseignants. Et c'est ça la problématique. C'est que les gens ne se retrouvent pas dans ce texte. Vous pouvez mettre 22 coordinations, toutes d'accord sur le même texte. On aurait pu, au lieu de la solution, pour moi, à mon avis, aurait été de réunir le Conseil national de l'éducation, le Conseil supérieur de l'éducation, et d'en débattre là-bas avec la participation de tout le monde. C'est la société civile, c'est une institution constitutionnelle qui a la possibilité de pouvoir absorber le son, d'absorber ce qui se dit dans la rue, parce que c'est ça finalement à quoi ça sert un conseil. Tout le monde est représenté, on aurait pu inviter justement les coordinations et discuter un débat très ouvert de 4, 5 jours, une semaine, 10 jours, un mois, je ne sais pas quoi, mais à la fin sortir avec quelque chose. À partir du conseil. En plus, dans la loi cadre, on impose au gouvernement de prendre l'avis du conseil. Du conseil national, exactement. C'était ça la solution. Bon, et là, on se dirige vers... Alors, est-ce que cette année, on parle surtout des lycéens qui risquent gros à cause des grèves? Est-ce que le retard est rattrapable? Quelle est votre stratégie au sein du ministère pour rattraper le retard dû aux grèves? Juste entre parenthèses, rappelons quand même, en 4 ans, il a été enregistré 190 jours de grève. Je ferme la parenthèse. Madame Haïdi, c'était avant le statut unifié. Hein. Oui, justement. Il faut le dire, 50 jours plus ou moins de grève annuelle, il y a des questions à se poser. Parce que ça ne date pas. Moins généralisé, je vous l'accorde. Merci de le préciser, Sinaji, mais ça reste quand même 50 jours de grève par an. C'est beaucoup.
justement, et je reviendrai avant de répondre à votre question sur les avantages et les inconvénients du statut unifié. C'est vrai, quand on parle en fonction générale, on parle que c'est quelque chose qui vient contraigner un peu l'enseignant, mais dans la lecture correcte du texte, on a allégé justement ces sanctions. Avant, l'enseignant, il devait quitter sa classe et être suspendu pendant une certaine longue période. Et on privait les élèves de cours et son salaire était suspendu en même temps. Et le temps de retrouver son salaire, de passer par un conseil de discipline, etc. Dans le statut unifié, on a suspendu justement tout ce qui est sanctions pécuniaires. Le fait, par exemple, de ne pas participer à une mutation, être sanctionné, de ne pas participer à la mutation une année, c'est pas comme être suspendu de son salaire pendant 3 à 4 mois. Et ça, c'est un avantage dans la sanction. Donc, le ministère, il est conscient, effectivement, comme tout le monde, et personne ne peut le nier, la place importante de l'enseignant dans, justement, la mise en place de cette réforme. L'intérêt de ce statut unifié était justement de simplifier, de positionner les gens à responsabilité, les enseignants, dans leur cadre, leur donner tous les moyens, justement, que ce soit juridique, motivation pécuniaire, pour aller de l'avant, pour se sentir acteur de ce changement. Malheureusement, les interprétations ont fait qu'on est dans cette situation actuellement. Effectivement, on est sur la perte de temps scolaire d'un grand nombre d'élèves. Il y a certaines actions qui ont été effectuées pour la continuité pédagogique. Je dirais pas heureusement pour nous, on a gagné un peu en compétences au niveau du ministère dans l'éducation distancielle suite au Covid. Donc plusieurs efforts ont été effectués par les enseignants justement et il y a la plateforme qui est mise en place pour ces élèves. Nous avons, il y a eu un plan de soutien scolaire pendant les vacances scolaires. Les écoles ont été ouvertes pour la continuité pédagogique, grâce bien sûr non seulement aux enseignants des établissements publics, mais des établissements privés et d'autres acteurs, certains enseignants à la retraite qui ont bien voulu donner des cours pendant les vacances aux élèves, justement pour essayer de, bien sûr on ne va pas rattraper les 3 mois, mais au moins sur les parties qu'ils ont pu suivre durant le premier mois d'octobre et la mi-novembre, de un petit peu les aider à suivre. Sachant que il y a bien sûr plusieurs plans prévus pour cette continuité pédagogique, mais je pense qu'on est assez confiant pour que, suite à cet accord qui a été signé, de donner le temps aux enseignants de... Vous pensez qu'après cet accord, il n'y aura plus de grève, même si, je le rappelle, la grève qui était prévue cette semaine est maintenue? Oui, mais donnons-leur le temps de réfléchir aux propositions et leur laisser le bénéfice du doute, parce que l'enseignant, c'est le premier qui tient à cœur l'avancement de ses élèves. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les élèves du privé? Parce qu'on entend que, vu que pour les élèves du privé, notamment des lycées, l'examen unifié, ou le mouhad, qui s'occupe de noter les élèves, c'est les enseignants du public, n'est-ce pas? Les élèves du privé. Oui, les commissions de correction, ce sont Est-ce qu'il y a un risque pour qu'ils fassent grève et ils ne corrigent pas les copies? On n'est pas encore arrivé là. On n'est pas encore arrivé là. Parce qu'il y a des parents qui se posent la question, c'est pour ça. On a partagé cette appréhension avec toi. On ne va pas anticiper. On n'est pas encore en période d'examen certificatif. Ce n'est qu'en février, en janvier. Donc je pense que d'ici là... C'est demain. Oui.
Mais, je dis ça. mais depuis le début de l'année, on avance, doucement. On n'avance pas parce que même avec un accord, on maintient les Est-ce que vous pensez vraiment que cela changerait quelque chose, professeur Nagy? Est-ce que cet accord va arrêter le mouvement des grèves? Je l'espère. J'espère qu'il va arrêter le mouvement du grève. Sinon, nous dirigeons vers une année noire. Une année blanche. C'est une première? Oui, c'est une première. Dans l'histoire moderne du Royaume? Il y avait peut-être une année, non pas une année blanche, mais à peu près ça, en 65, à cause des grèves des élèves, des grèves des étudiants, et non pas la grève des enseignants. Je pense que c'est la première fois que nous avons cette situation. Moi, j'ai peur que le ministère de l'Éducation se dirige vers une solution qui n'est pas en mesure de sauver cette année. C'est le fait de retarder les solutions jusqu'à la fin, ne pas proposer ou mettre en place un plan de rechange pour essayer de mettre en place un dispositif qui soit capable de faire gagner quelques cours aux élèves après l'arrêt de la grève, parce qu'on ne peut rien faire s'il n'y a pas un arrêt de la grève. Donc l'arrêt de la grève, on espère qu'il y aura un arrêt de la grève, surtout après ces propositions pécuniaires, ils peuvent intéresser les enseignants, même s'ils ne sont pas à la hauteur de toutes les revendications, mais je pense qu'il y a un effort qui a été fait par le gouvernement. Cet effort peut être vu de façon positive pour pouvoir arrêter ce mouvement de grève. Et en même temps, moi je crois que le gouvernement peut faire un pas en avant vers au moins le syndicat, le 5e syndicat. Oui, le 5e syndicat, il peut le convier au dialogue et je pense que ce sera une solution. Mais s'il a été convié, a refusé de prendre... Non, il n'a pas été convié. Il n'a pas été convié. Vous avez la confirmation, oui, j'ai la confirmation. Vous parlez en connaissance de cause, j'imagine. Oui. Il n'a pas été convié parce qu'il y avait un communiqué de ce syndicat qui disait qu'il n'a pas été convié. Il n'a pas été convié. Entre-temps... Bien sûr, c'est ce syndicat qui s'est retiré du dialogue après le 14 janvier parce qu'il ne voyait pas ce dialogue se réaliser de la façon qu'il voulait. Mais après ce dernier dialogue, il n'a pas été convié aux négociations. J'ai peur que le ministère écourte le programme, parce qu'aujourd'hui, c'est une solution qui a été adoptée lors de Covid-19. L'examen final n'a été réalisé que dans les 2 tiers, je pense, du programme. Aujourd'hui, j'ai peur que le ministère se dirigera vers la même solution. Au lieu de redoubler d'efforts pour rattraper les cours qui ont été perdus. On peut rattraper, c'est réaliste, oui, réalisable. On peut les rattraper. On peut les rattraper, bien sûr, en changeant de méthode, en changeant de démarche, en recentrant le programme scolaire sur l'essentiel. Parce qu'il y a des choses dans le programme scolaire qu'on ne peut pas, dont on peut se passer et se préparer à l'examen. D'ailleurs, les établissements privés, c'est ce qu'ils font. La plupart du temps, ils se focalisent sur les matières et sur les éléments sur lesquels les élèves vont passer l'examen. Donc ça, c'est une démarche. En plus, on peut renforcer le dispositif de soutien scolaire d'ici la fin de l'année scolaire, d'autant plus que le ministère nous dit qu'il y a une méthode
ou bien un outil importé de l'Inde qui est le TARL. Et ce TARL, il a donné, d'après le ministère, il a donné des résultats très positifs. Alors pourquoi pas ne pas utiliser cet outil? Parce que le généraliser, vous voulez dire, parce que maintenant il est dans des écoles, ce qu'on appelle les écoles pionnières. Bien sûr. Il faut déjà l'essayer peut-être. Il est déjà essayé. Donc, mais bon, pour le généraliser aussi, il faut que les enseignants soient en classe. Hein. Tout ce qu'on dit. Il faut qu'ils soient formés. Et formés surtout. Formés, c'est la condition essentielle, non, c'est qu'ils soient en classe. J'aimerais bien qu'on termine ce débat par ce rapport du classement justement des. Ça. Oui. Alors avec l'année qu'on est en train de vivre, l'année noire, vous avez raison de la décrire ainsi, Sinaji. Déjà sur 81 pays, le Maroc est classé 71e en mathématiques, 79e en lecture et en sciences, 76e. On recule déjà de 9 places, alors avec l'année qui est... Mais ce n'est pas ça le grand problème. Le grand problème, c'est que quand même. C'est un des grands problèmes. Oui. On peut le dire ainsi. C'est l'une des plus grandes problématiques. Mais les résultats sont là. Le pire, c'est que c'est le pourcentage de nos élèves qui ne maîtrisent même pas le niveau minimum des compétences. Alors ce pourcentage, il est passé d'à peu près 73% en 2018 à plus de 81% en 2022. Et ça, c'est un problème crucial dont souffre notre système éducatif. C'est un problème très, très grave. C'est à cause de quoi? À cause de plusieurs... Principalement trois, causes. En ordre d'importance. Oui. Bon, la première cause, c'est Covid-19. D'ailleurs, dans tous les pays, il y a un problème de dégradation des résultats dans PISA 2022. Mais le problème est plus grave au Maroc. Il y a aussi un deuxième problème, c'est le rendement interne de notre système éducatif. Il y a un problème qui concerne, bien sûr, le passage entre un niveau et un autre. Aujourd'hui, on passe d'un niveau à un autre sans que les élèves aient les compétences nécessaires requises pour passer d'un niveau à un autre, surtout à la fin des cycles. Baccalauréat, à la fin de l'enseignement collégial, à la fin de l'enseignement primaire, il y a un passage qui se fait sans mérite. Et en plus, il y a un grand problème dans notre système éducatif, c'est le redoublement des élèves. Nous avons un taux peut-être le plus grand au monde. Mais quelle est la cause de tout cela? Parce que vous avez parlé de la Covid. La Covid est une cause. La conséquence, on la connaît. Mais quelles sont les causes, les autres causes? Pourquoi ces élèves sont aussi mauvais? Il y a la formation des enseignants. Nous avons une formation initiale qui laisse à désirer. Est-ce qu'il y a déjà une formation pour un enseignant? Est-ce que tous les enseignants qui se retrouvent devant les élèves sont vraiment formés pour être enseignants? Mais vous savez qu'il y a quelque temps, nous recrutions des enseignants sans formation. Et aujourd'hui, nous avons un système de formation, mais ce système de formation... Sur le papier, il est bon. Mais en pratique, il laisse aussi à désirer. Il suffit de donner un exemple. Aujourd'hui, rapidement, le concours de recrutement des enseignants va se faire le 16 décembre. Oui. Ceux qui vont réussir au concours vont faire la formation dans les CRMF. Ils vont commencer le 15 janvier au plus tôt. C'est-à-dire qu'ils vont passer juste 5 mois de formation pour aller sur... Mais ils ont passé un concours qui fait qu'ils sont éligibles à être formés ensuite pour être enseignants. Mais la formation, elle doit être au moins une année. OK. Au minimum. Si Aziz Daouda, un dernier mot, je vous prie. L'enseignement, c'est une vocation d'abord. C'est une vocation. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas trouvé de travail, qui passait par là et qui avait une annonce et qui passe le concours. C'est une vocation. Pour susciter la vocation, il faut justement régler les problèmes dont on est en train de parler. À côté de ça, il y a effectivement, si nous dégringolons, c'est parce que la qualité même de formation des enseignants a baissé. Pendant longtemps, on n'a pas formé, on a juste recruté sur le tard, comme ça. Puis par la suite, on a commencé à former à la va-vite. Alors que former et enseigner, se mettre debout devant une trentaine d'élèves, c'est un métier qui s'apprend.
C'est des connaissances, mais aussi une façon d'agir, une façon de s'adresser aux enfants, une façon de prendre en main les enfants, etc. Aujourd'hui, ces classements PISA, on les met sur les dos des enfants. Mais la vérité, c'est que les enfants ne sont que le réceptacle de ce que nous disons. D'où ma question à Sid Naji. Oui, il y a un problème de l'enseignant aujourd'hui. Il y a un problème de niveau d'enseignant. Effectivement, ils peuvent avoir raison sur plusieurs points, etc. Mais il faut faire aussi de l'introspection, surtout, sur le niveau de nos enseignants. Permettez-moi de vous citer 2 anecdotes. Je rencontre un enseignant FSOC. Il m'aborde, on discute, etc. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, je suis professeur de technologie. Je vous résume la situation. De technologie, on m'a convoqué pour me demander d'enseigner des mathématiques. Et quand j'ai dit que je n'étais pas compétent, que je n'avais pas le savoir-faire, je ne savais pas, que je ne pouvais pas enseigner les mathématiques, on m'a dit, voilà, c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a raconté ça. Il a entendu ça d'un haut responsable dans sa région. Je ne vous dirai pas la région, etc. De l'académie, bien sûr. Vous savez, c'est une anecdote, mais je peux vous en raconter d'autres. Parce que tous les jours, il y a des choses qui remontent. L'enseignement est devenu enfin, je ne sais pas, peut-être, on a l'impression que mettre les gens dans des classes, mettre quelqu'un debout devant, c'est ça l'enseignement. Non. L'enseignement, c'est un process. Un dernier mot sur l'avenir de cette année scolaire, vraiment en quelques mots, Madame Heidi. Vous êtes confiant au sein du ministère sur l'avenir de cette année, sur que vont devenir ces millions d'élèves? Bien sûr. On est conscient de cette responsabilité, on est confiant et on espère rattraper ces heures perdues et pouvoir préparer surtout les élèves du qualifiant, de baccalauréat, parce que les autres peut-être on a quelques années pour se rattraper, mais les élèves de la deuxième année bac, ils y sont face à un rendez-vous bien important. Oui, c'est leur avenir. Marshall pour eux. Hein. Exactement. Et sachant qu'aussi, nos enseignants aussi, mis à part dans le cadre habituel, ils ont l'habitude de faire des soutiens sans le côté pécunier, de se dévouer pour préparer leurs élèves. Appelons un chat un chat. Voilà. Je l'ai dit dans cette émission, la dernière fois qu'on avait consacré justement l'émission à ce sujet, on m'a dit oui, non mais vous avez parlé des cours de soutien, mais oui, qui arrive, leur tarif arrive quand même à 400 dirhams l'heure. Sauf que le soutien, c'est pour quelqu'un qui a déjà eu le cours et qui ne l'a pas assez compris. Ce n'est pas un soutien en contrepartie pécuniaire, mais ils le font dans les établissements publics. Il y a des enseignants qui, normalement, au lieu de faire 2 heures, qui est 2 heures de cours, il arrive à faire 6 heures, 4 heures de cours supplémentaires à sa classe, justement pour les préparer davantage pour les examens certificatifs. Et, merci. Je vous en prie. Merci Madame Heidi, merci Professeur Naji, Si Daouda, toujours un plaisir. Bon, j'espère que la prochaine fois que nous tiendrons une émission sur l'enseignement, ce serait vraiment pour parler de la réforme et non de la grève. L'atmosphère était lourde, non, ce soir? Oui, bon. Ouais, mais bon, elle va, oui. Elle va avec justement cette atmosphère lourde que vivent des millions d'élèves et des millions de parents. Et on compatit avec eux. On espère vraiment que cette crise sera derrière nous, avec cet accord, avec peut-être les prochaines négociations. En tout cas, nous allons suivre, bien évidemment, ce sujet pour vous dans Question d'actu. Merci pour votre fidélité à l'émission. Très bonne soirée.